Alors, on va quand même pas éluder la question, je dirais, des victoires de l'armée syrienne, hein, puisque Non, justement, j'y allais y venir parce qu'il est important effectivement de montrer que malgré tout ceci, l'armée syrienne continue à avancer. Elle ne s'attarde pas non plus à ces bêtises entre guillemets. Dans la ville de Homs, alors c'est très très important cette victoire de l'armée syrienne à Al-Rastan. Al-Rastan et tout l'environnement de Rastan, où l'armée syrienne a avancé. Ils ont donc les terroristes aussi euh, ont se sont rendus et commencent à quitter. Donc il y a eu comment dire, un étau qui a été resserré sur eux et puis ils ont accepté de sortir pour certains, une réconciliation pour d'autres. où Donc est-ce que se c'est la situe ville cette zone? dans le gouvernorat de Homs, du nord de Homs, en D'accord. fait. Al-Rastan, Talbise, Der Maalla, Al-Ghanto, Al-Houla sont des points qui sont très très importants, qui étaient occupés par les terroristes, hein, dont les terroristes sortent. Bon, ça Mhm. c'est un premier point. Le deuxième point aussi, ça c'est dans le Homs, mais autour de Damas, il y a toujours Al-Hajar al-Aswad, Al-Yarmouk, c'est le camp Yarmouk en fait. Oui, le camp Et palestinien d'Yarmouk, oui, qui se trouve oui, dans la qui n'est pas banlieue que sud. palestinien, Oui, mais oui. on a pris l'habitude de l'appeler le camp palestinien, qui est un quartier en fait, qui est une ville Mhm. pratiquement indépendante. Donc là aussi, tactique qui a été appliquée, c'est aussi isoler l'un par rapport à l'autre. Donc isoler Hajar al-Aswad de Yarmouk, ça a permis d'éviter qu'il y ait des renforts qui transitent entre les deux, entre les terroristes. Et donc Mhm. là, aujourd'hui, ils sont en passe de sortir de Al-Hajar al-Aswad. L'Yarmouk, on espère que c'est bientôt arrivera à comment dire, une régularisation bientôt. Mais les villes de Yalda, Babila et Beth Saham, qui sont proches des deux, aussi bien de Yarmouk et de Hajar al-Aswad, aujourd'hui sont en fait en cours D'évacuation. ils sont en cours d'évacuation, effectivement. Il y a plus de 33 cars qui sont partis, qui ont emporté des terroristes avec leurs familles de ces villes-là. Donc, en fait, le territoire autour de la ville de Damas, le territoire qui est libéré autour de la ville de Damas s'élargit de plus en plus. Et puis, de la même manière, donc, dans le nord de Homs, dans le nord de Hama aussi, nord et est de Hama, et le sud d'Alep, ces territoires donc s'élargissent, hein, les territoires libérés, je peux dire, s'élargissent, hein, et ça fait aussi, ça ne fait pas la joie des forces d'agression. Ce qui explique aussi pourquoi ils se sont décidés à nous agresser encore une fois le 29 avril. Donc, Oui. Alors justement, et ça, parce que, sauf erreur, vous m'avez parlé du gouvernorat de Homs, de cette libération des villages, oui, qui étaient de véritables fiefs terroristes, hein, ce que vous m'avez absolument. dit. Hein. Al-Rastan et Telbis étaient véritablement des fiefs terroristes. Ainsi que Al-Houlé, vous vous rappelez, je voudrais rappeler Haloula, oui. nos spectateurs, Al-Houlé, c'est la ville où a été effectué au début, en 2013, un massacre, hein,
en 2012 même, un massacre qui a été mis sur le dos de l'État syrien et qui a été la cause, entre guillemets, la cause qui a occasionné le retrait des ambassadeurs de toute l'Europe de la Syrie. C'était ce massacre d'Al-Houla. Et depuis ce moment-là, Al-Houla qui a été donc le massacre qui a été fait par les terroristes. Et depuis ce moment-là, Al-Houla était sous domination terroriste. Donc là, elle vient d'être libérée. D'accord. Voilà. Oui, et c'est important. Oui, parce que vous m'avez dit, juste avant le Citrep, que c'était des QG, et puis des QG qui possédaient, sous terre évidemment, hein, des fabriques de missiles. De fabrication, effectivement, d'explosifs, en fait. Telbis et Ar-Rastan, c'était des explosifs, des armes, etc. Enfin, des têtes de missiles. D'accord. Voilà. Alors, évidemment, comme la situation ne va pas très très bien pour la coalition US en Syrie, et heureusement, on a quelque part des masques qui tombent, et donc certains pays n'hésitent plus à donner des instructions presque officielles, hein, ce qu'ils n'auraient absolument pas osé faire il y a encore 3 ou 4 ans, parce que sinon ça aurait évidemment confirmé comment je dirais, les critiques justifiées du gouvernement syrien, des Russes et de leurs alliés. C'est que les USA enjoignent les forces militaires de l'Arabie Saoudite à intervenir elles-mêmes en Syrie. Hein. Ouais. Oui, bah, il y a aujourd'hui les Américains, ils disent clairement, Trump le dit clairement, de toute façon, ces pays du Golfe, sans nous, ils ne peuvent pas rester une seule semaine. Donc, il faudra d'une part les faire payer, mais d'autre part, il faudra qu'ils interviennent, eux, à notre place, en Syrie. Donc, on va faire une armée arabe qui va occuper la Syrie à notre place. Donc, voilà, et c'est toujours d'ailleurs fidèle à eux-mêmes, puisqu'ils cherchent à ce que les gens s'entretuent entre eux, mais sans qu'il y ait la moindre perte pour l'armée américaine. Et voilà, donc ça ressemble assez à la technique israélienne, ça, c'est faire tuer les autres pour en tirer les bénéfices, quoi, les seuls à en tirer les bénéfices. Mais les Américains, ils sont champions dans l'affaire, puisque au Vietnam, c'était comme ça. Ils ont créé un Vietnam du Sud pour se battre contre le Vietnam du Nord, etc. Et ils ont créé une Corée du Sud pour se battre contre la Corée du Nord. Et en fait, aujourd'hui, à leur désespoir, les deux Corées, d'ailleurs, se font de la paix. Et j'espère qu'on n'est pas loin de la réunification de la Corée. Je crois pas beaucoup, mais bon. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. De toute façon, ce qui s'est passé, déjà, la rencontre est très positive. Et absolument. Très bien. Elle montre que les deux Corées sont disponibles, ou disposées plutôt à créer les conditions d'une paix durable. Ce qui malheureusement n'est probablement pas mais certainement pas dans l'intérêt des Américains, qui veulent utiliser le sud de la Corée comme un moyen d'encercler stratégiquement la Chine et la Russie. Et donc j'ai malheureusement peur que les Américains fassent tout pour empêcher ce rapprochement et cette réunification, parce que ça c'est l'objectif. Qui aurait pour effet en fait de chasser les forces américaines du sud de la Corée du Nord, ce qui créerait une brèche dans ce fameux encerclement stratégique voulu par Washington contre la Chine et la Russie, un encerclement qui se voit en Roumanie, en Pologne, dans les pays baltes, avec les systèmes soi-disant anti-aériens, anti-missiles contre les soi-disant missiles iraniens, alors qu'en fait il est là pour menacer directement la défense nucléaire russe, et les forces américaines en Corée du Sud jouent ce rôle-là également. Hein. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est une belle chose que de voir ça.
je voudrais signaler quand même deux petites choses qui ne sont pas petites, mais qui vont tout à fait dans le même sens. Le fait que l'armée syrienne a aussi arrêté, en fait, intercepté un convoi israélien d'armes pour les terroristes à Deraa. Et de Deraa à connaîtra à travers à travers la steppe à Homs. Donc en fait, c'était des armes qui étaient destinées donc à cette base à Homs pour la faire exploser. Et puis donc ça a été intercepté par l'armée syrienne. Ce qui me permet de dire et puis de réaffirmer le fait que tout ceci dans toute cette guerre contre la Syrie, Israël a été toujours présent. C'est Israël qui est le premier concerné puisque cette guerre est menée pour effectivement la protection de cet état d'occupation et surtout pour protéger Israël durablement. Donc, ils sont directement concernés et ils sont toujours présents. Jusqu'à présent, ils agissaient en arrière-plan, puisque ce sont par le soutien des terroristes, etc. Et maintenant, ce sont eux qui interviennent en direct, mais les Américains aussi, oui. Qui soutiennent Israël, les Français oui. aussi, les Britanniques aussi. Donc, en fait, tout ceci est très important à voir, donc le fil conducteur et le lien et le pourquoi de cette guerre contre la Syrie, entre autres pour Israël. Ce qui augmente d'ailleurs les risques de confrontation directe entre les forces militaires de la Syrie, de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, directement avec les forces militaires américaines, françaises, britanniques et israéliennes, parce que l'efficacité des troupes syriennes et de ses alliés contre les terroristes est telle que eh bien, les forces militaires de l'Occident et ses alliés de la péninsule arabique et d'Israël ne peuvent plus compter que sur leurs propres forces pour envisager de finaliser un programme de destruction du pouvoir syrien qu'ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre et de terminer avec des terroristes qui se sont montrés finalement pas assez efficaces, entre guillemets, pour réaliser le dessein criminel des Occidentaux contre la Syrie. Tout à fait. L'idée, en fait, moi je pense que c'est important quand même qu'on voit ceci, toutes ces répercussions en fait, des victoires syriennes. Il y a aussi un renforcement de l'axe stratégique, je dirais, de la défense et de la résistance, en fait, qui est l'axe Iran-Syrie. La résistance libanaise et puis en partie la résistance irakienne. Donc toute cette guerre a renforcé et continue à renforcer cet axe. L'agression contre la Syrie fait que effectivement je dis ces bombardements qui prétendent viser les Iraniens et puis la présence des Iraniens plus toute l'agitation du pouvoir d'occupation israélien vis-à-vis de tous les pays pour montrer à quel point les Iraniens sont dangereux, qu'il faut aussi refuser cet accord sur le nucléaire, etc. En fait, tout ceci va dans le sens de créer encore une fois cette peur. Mais en fait, l'idée, c'est aller vers la confrontation. Israël voudrait qu'il y ait une confrontation violente et qu'il y ait même une troisième guerre mondiale. Je ne pense pas. Je pense que
les Russes sont très prudents et très, comment dire, très rationnels, très raisonnables, dans le sens où on ne répond pas à chaud et on ne cède pas aux provocations, puisque ce sont des provocations du camp occidental réellement, sur tous les plans, aussi bien à travers des agressions contre la Syrie que à travers le déploiement de missiles tout autour de la Russie, soit en accusant la Russie aussi, à travers l'accusation de la Russie de l'utilisation des armes chimiques avec l'histoire de Skripal, soit avec les accusations concernant l'Ukraine, qui sont aussi encore des false flags. Tout ceci, bon, jusqu'à présent, la Russie tient bon et tient une voie sage et rationnelle, hein, parce qu'elle ne veut pas conduire le monde à sa fin. Ce que les Israéliens Israël ne se rend pas compte, c'est que si ça explose, le premier, ça va être Israël qui va être le fusible, en fait. Donc, qui va disparaître. Il n'y aura pas besoin d'armes nucléaires, il suffira de l'arsenal balistique iranien pour réduire... Exactement. Donc, voilà. Et d'un autre côté, il est certain, et il faut le voir comme ça aussi, la relation entre la Russie et l'axe de la résistance est une relation stratégique aussi. Cette relation avec l'Iran, comme avec la Syrie, et progresse aujourd'hui, c'est une relation stratégique qui devient aussi de plus en plus importante. Donc, c'est quelque chose qui a... et puis, en plus, la Russie n'est pas seule. La Russie a des alliés et nous avons des alliés, nous, Syriens, la Syrie et l'Iran. Nous avons des alliés au sein du monde aussi asiatique, la Chine, l'Inde, certains pays d'Amérique latine, tous les pays qui veulent une certaine indépendance aussi économique et politique, qui veulent aussi lutter contre cet hégémonisme américain et qui veulent se réapproprier sur leurs richesses, loin des banques mondiales et loin du FMI. Donc, c'est aussi cette nouvelle banque de Shanghai, ces accords pour le développement économique eurasien. Donc, tout ceci va dans le sens, effectivement, d'une résistance, je peux dire, à cette guerre, mais aussi d'une multipolarisation du monde, ce qui diminue effectivement l'influence totale des pays occidentaux. Et ça, c'est très bien. Alors, Essar, il nous reste une petite dizaine de minutes pour évoquer quelques sujets finaux, c'est-à-dire l'aspect économique, l'aspect culturel. Effectivement. On a Astana aussi qui se prépare, hein, une nouvelle réunion. Astana se prépare, effectivement. Astana vers le milieu du mois de mai. Donc, il se prépare. Il y a des relations, des pourparlers qui se font entre les différents acteurs, les acteurs principaux d'Astana, qui sont la Russie, l'Iran, la Turquie. Donc, la Turquie qui continue à jouer sur tous les fils et sur toutes les cordes. Oui. Ce qui est assez dangereux d'ailleurs. Hein. Absolument. Comme est dangereux d'ailleurs la situation de l'Iran qui est exposé à la remise en question de son accord sur son nucléaire militaire par Trump, qui précise que le 12 mai sera la date limite pendant laquelle il pourrait décider de sortir de cet accord. Et l'Iran ajoute d'ailleurs à ce propos que si les États-Unis sortent de l'accord, ils sortiront eux-mêmes de l'accord
et que les Russes, eux, ont annoncé très clairement qu'ils fourniront à l'Iran tout ce que l'Iran aura besoin, ce dont l'Iran aura besoin pour se défendre, ce qui en dit très long sur l'agacement déjà de Moscou vis-à-vis des comportements de Trump et des États-Unis, hein, d'ailleurs. Absolument. De toute façon, il est certain que de toute façon, il faut savoir quand même que toute l'Europe est pour l'accord, y compris les Britanniques. Hier, ils ont quand même déclaré que c'est dangereux de sortir de cet accord, qu'ils sont aussi pour le garder. Et que il est important de le garder si on veut effectivement que l'Iran n'ait pas de bombe nucléaire. C'est ça l'idée. Mais moi, je pense qu'il est important et que c'est peut-être le moment aussi de poser la question de la dénucléarisation totale du Moyen-Orient. Donc, poser la question de l'arme nucléaire israélienne qui existe, qui est là et que tout le monde occulte, alors que c'est une très grosse force comment dire, très très grosse force nucléaire israélienne qui existe et des Netanyahou fous sont capables de l'utiliser n'importe quand. Oui, oui. Netanyahou en particulier. C'est aussi un point important. Là-dessus, bon, je pense que on va voir le mois de mai. Il y a au mois de mai, là, il y a beaucoup de choses qui risquent d'avoir lieu. Enfin, des dates fatidiques qui arrivent à échéance. Et bon, donc il y a le nucléaire, il y a Astana, il y a d'autres réunions importantes qui vont avoir lieu. Donc ce mois de mai est décisif pour le monde, je pense. Oui. Dans le Donbass, c'est le 9 et 11. Pour la Syrie en particulier. Ouais. Pour le Donbass. Bon, pour nous, pour en revenir donc à la situation économique, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, la Syrie continue à progresser et les personnes qui ont vu, aujourd'hui on est à 1 an et 3 mois de la libération d'Alep. Et des gens qui ont vu Alep aussitôt sa libération et qui la revoient maintenant sont absolument sidérés de l'évolution et puis de la rapidité de la remise en état surtout des unités de production. Des infrastructures et des entreprises. Et des infrastructures et des entreprises. Il y a plus de 400 usines qui ont recommencé à fonctionner. À Adra, il y a autant d'usines qui ont recommencé à fonctionner. Dans la route aussi, il y a des usines. Aussitôt que l'armée libère certains secteurs, elle les donne, elle invite les propriétaires des usines qui étaient là. Et qui les invite à commencer. Donc les gens commencent je peux pas dire ils commencent à travailler, mais ils commencent à réhabiliter leurs usines pour la faire fonctionner au plus tôt. Ça, c'est un point qui est très intéressant et très important, et je voudrais saluer le peuple syrien pour sa vitalité et son esprit de résistance. Sa force de travail, son esprit de résistance, exactement. Son esprit de résistance et son esprit d'autonomie aussi et d'indépendance, parce que nous avons quand même tous à cœur l'indépendance de notre pays et que nous recommençons à produire pour notre propre consommation et pour pouvoir exporter aussi. Dernier point par rapport aux activités culturelles, la Syrie a été aussi leader dans cette comment on appelle ça, les Olympiades robotiques et les Olympiades de l'informatique qui s'est déroulée, enfin la guerre des cerveaux ils appellent ça, qui s'est déroulée en Chine. Ils ont été déjà qualifiés pour y aller. Il y a eu 4 équipes qui vont y aller et qui continuent. Il y a des congrès scientifiques pratiquement tous les jours.
auxquels participent aussi des grands scientifiques syriens qui ont des brevets d'invention et qui vont faire, comment dire, fabriquer en Syrie donc ces brevets d'invention dans tout domaine, aussi bien dans les domaines des médicaments, de la nanotechnologie, etc. Donc, et de la robotique surtout. Donc, voilà, création scientifique importante, création littéraire et artistique, beaucoup de musique et des troupes de chant et surtout des troupes de théâtre qui participent aussi un peu à tous les festivals de la région et du monde. Donc voilà, nous souhaitons, nous sommes sûrs de pouvoir continuer nos victoires sur tous les axes et sur tous ces plans. Nous remercions aussi nos amis français qui sympathisent avec nous et qui suivent avec joie nos points positifs et qui essayent de nous aider. Donc la meilleure aide, c'est aussi de propager la vraie information face à tous les mensonges qui sont diffusés dans les médias mainstream. Ça peut commencer par un petit voyage d'agrément à Damas. Hein. Mais absolument. Alors, je vous invite à venir, effectivement, des voyages d'agrément, des voyages de solidarité. C'est plus sympa, déjà, à Damas. Et vraiment, effectivement, il y a des amis qui organisent ces voyages. Donc, effectivement, cherchez. Il y a Nassim Cham qui organise régulièrement de voyages. Donc le premier, il a eu lieu là en avril. Le prochain a lieu en octobre. Donc effectivement, allez-y. Je vous invite à prendre contact avec eux et allez-y. Page Facebook qui s'appelle Nassim Cham. Voilà. Et puis voilà, ça vous permettra de voir la Syrie. Enfin, et de la voir sous un autre jour que celui que vous entendez et que vous voyez à la télé. Officiel. Mais oui, bah oui. On pense à certaines chaînes de télévision publiques en particulier qui font un travail de sabotage informationnel concernant votre pays. En tout cas, vous nous avez donné l'occasion encore une fois ici d'avoir un éclairage tout à fait nouveau et je dirais authentique sur la situation de votre pays, chose que malheureusement aujourd'hui en France il nous fait défaut, ça nous fait franchement défaut pour avoir une vision d'ensemble qui soit assez réaliste et en tout cas merci pour ce travail d'information que vous nous donnez, que vous nous offrez, car elle nous permet de garder les pieds sur terre et de ne pas nous laisser embobiner par la propagande qui veut diaboliser la Syrie et votre président. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie encore et je vous souhaite une belle soirée, Essar. À très bientôt. Merci, Vito. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.